Bonjour, ici Carl Brochu. En ce dimanche 22 février, avec moi Jean-Claude Pomerleau, qui va venir nous expliquer là, les derniers développements concernant la crise ukrainienne. On sait qu'il y a actuellement là, des combats qui ont débuté dans le Donbass et la situation est à son paroxysme. Et Jean-Claude va venir nous expliquer là, les causes de ce conflit, où on s'en va avec ça et les conséquences là, au niveau international. J'ai avec moi Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Salut. Écoute, le début, où ça commence, le monde, je pense qu'il commence à comprendre que ça a sorti dans plusieurs médias, beaucoup de commentaires, mais très peu dans les médias occidentaux, là, pour clarifier la situation. C'est qu'avec la chute du mur de Berlin, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu l'implosion de l'URSS. La Russie s'est retrouvée dans une position incroyable de faiblesse. Et puis, il y avait même des Américains qui étaient présents dans chaque ministère pour surveiller les décisions qui se prenaient. Il y avait l'ambassade des États-Unis à Moscou qui envoyait des directives au ministère russe. T'imagines là où ce qui était dans cette situation-là. Et donc, à partir de là, à partir du moment où il n'y avait pas le bloc communiste sur la planète qui s'opposait au bloc capitaliste anglo-saxon, les anglo-saxons, ils ont ils ont vu un boulevard s'ouvrir devant eux. Et donc, la mondialisation néolibérale de l'époque a muté pour devenir le globalisme. Il visait le contrôle complet de la planète pour imposer l'ordre américain. Et donc, il y avait à l'époque de la logique des blocs communistes capitalistes, il y avait l'organisation, le traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, qui était l'organisation de défense des pays dits libres à ce moment-là. Et de l'autre côté, on avait le traité de Varsovie. Le pacte de Varsovie, oui. Le pacte de Varsovie, oui, tu as raison de me corriger. Le pacte de Varsovie. Alors donc, à partir du moment où le pacte de Varsovie tombe, c'est l'OTAN qui se met à avancer petit à petit, par phase. Ils s'en vont progresser. Et à partir de 97 particulièrement, parce que c'est important 97 pour la suite de l'histoire, là, mais là, il arrive aux portes de la Russie. Puis là, les deux derniers qui étaient candidats potentiels pour rejoindre l'OTAN, à la frontière de la Russie, c'était l'Ukraine, c'était la Géorgie. Et en 2008, il y a eu des problèmes en Géorgie. L'armée géorgienne a rentré dans le territoire de la zone russophone de la Géorgie, parce qu'il faut comprendre qu'avec la chute de l'URSS, il y a des populations russophones qui ont été prises à l'extérieur de la Russie. Et donc, ça se pose une responsabilité pour la Russie, là. Alors donc, en 2008, là, en Géorgie, les Russes sont obligés de rentrer pour protéger les populations russophones. Maintenant, aujourd'hui, le problème se pose entre la situation de la Russie de 1990, 1992, au moment où ils sont complètement à plat, où ils se font piller par les oligarques de leurs actifs stratégiques, etc. Okay? Et aujourd'hui, il y a eu une progression. Là, il y a eu Poutine qui est apparu, puis que petit à petit, il a relevé la Russie au niveau particulièrement de la défense. Et puis donc, de 2000 à 2010, il y a eu le développement des armes défensives, puis de 2010 à 2020, il y a eu le développement des armes offensives. On parle de 2000 à 2010 des S-400 pour des batteries antiaériennes qui sont les plus performantes au monde, puis ils sont rendus avec le niveau S500. Ça permet de descendre des satellites en orbite. Oui, donc, puis il a procédé à des exercices ce matin là-dessus. C'est ça. Donc, aujourd'hui, de 2010 à 2020, c'est des missiles hypersoniques qui vont apparaître.
Donc, ce que tu nous expliques, Jean-Claude, après l'effondrement du bloc de l'Est suite à la chute du mur de Berlin, l'OTAN a, malgré les promesses faites à Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est, ben là, on a constaté justement que l'OTAN s'est étendu et là, on est rendu à l'Ukraine à un point central où là, Poutine a dit c'est terminé. C'est exactement ça. Et donc là, Poutine, au milieu de décembre, il a produit un document public qui a donné aux États-Unis et à l'OTAN pour dire vous avez installé des missiles intermédiaires avec capacité de porter des têtes nucléaires et assez proche de la Russie pour qu'il n'y ait pas capacité de réaction avant que ces missiles-là frappent. Et donc, Poutine en fait un enjeu vital, c'est d'intérêt vital pour la Russie que ce problème-là se règle pour sa sécurité. Et ça, c'est la ligne rouge numéro 1 de la Russie. La ligne rouge numéro 2 dans le document de décembre, c'est sécuriser la population russophone dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. C'est important ce qu'on dit là. Les deux lignes rouges que Poutine a dit, souvent, là, on décrit la situation du Donbass en Ukraine, mais l'autre ligne rouge qu'on oublie souvent, c'est de désarmer les pays là, qui ont installé des rampes de missiles sur leur territoire en direction de la Russie. Ça, Poutine veut que ça dégage. On veut, c'est sa ligne rouge principale qu'on va observer là, dans les prochains jours. C'est ça. Ça concerne les pays qui ont joint l'OTAN après 1997. Et dans sa déclaration, au début, Poutine, quand il a mis son pied à terre là-dessus, il a dit que ça doit se régler, sinon la solution va venir militaro-technique. Militaro-technique. Ça, c'est très important parce que là, c'est-tu un bluff ou non? Ben, gars, il ne faut pas faire l'erreur d'avoir la mauvaise réponse, là. Donc, là, on est dans la situation que en 2014, il y a eu l'Ukraine était plus neutre et avait conclu une entente avec la Russie de 15 milliards. Et donc, les gazoducs qui passent par l'Ukraine pour aller à l'Europe, tout ça devait être stabilisé. Et puis, ça n'a pas fait l'affaire des Américains et il y a eu un renversement du pouvoir, qui est un coup d'État. Et puis, le régime qui est arrivé au pouvoir était pro-américain et anti-russe. Et donc, ils ont engagé l'armée ukrainienne dans une offensive contre la population russophone du Donbass. La défense du Donbass a réussi à finalement contrer cette offensive-là. Et finalement, ça a été la défaite de l'armée ukrainienne à ce moment-là. Et le conflit a été gelé par un accord, une entente. C'est l'entente de Minsk. Et dans cette entente-là, les forces devaient s'éloigner, l'armement lourd devait être éloigné de la ligne de contact et la Constitution devait être revue pour ouvrir sur la possibilité d'une autonomie pour la région du Donbass, les russophones. Cette entente-là était garantie par la France, l'Allemagne. La Russie était observateur. Les Américains n'étaient pas partis à ça. C'est important de le noter parce qu'on va revenir. Et donc, ça n'a pas été respecté. OK? C'est ça. Hein? Poutine demandait un statut constitutionnel particulier pour ces deux États, le Donbass et... exactement. Parce que lui, c'était la protection de la population russophone qui était sa responsabilité. Et donc, c'était une condition pour régler le conflit puis pacifier
le théâtre des opérations là, à ce moment-là. Okay? Oui, puis l'Est de l'Ukraine est peuplé essentiellement de russophones, des gens qui sont plus près de la Russie. Puis que la plupart ont la citoyenneté russe. Et que Vladimir Poutine veut protéger face à une armée ukrainienne là, qui brasse dans ces coins-là. Hein? C'est ça. Donc, la position de la Russie écrite qui a été communiquée aux Américains et à l'OTAN au milieu de décembre, avec une demande de réponse écrite dans le plus bref délai. La réponse est venue le 26 janvier de la part des Américains. Cette réponse-là n'est pas satisfaisante pour la Russie parce qu'il n'y a pas de garantie de sécurité, sauf qu'il y avait une petite ouverture sur les fameuses bases de lancement des missiles intermédiaires et de quelle nature, ça reste ouvert. Maintenant, les Européens, eux, à ce moment-là, ils ont compris qu'ils étaient dans un match où les Américains avaient annoncé que si la Russie rentrait en Ukraine, il n'allait pas défendre l'Ukraine, ni les États-Unis, ni l'OTAN. Donc, le rapport de force militaire à ce moment-là, par aveu même des acteurs, était favorable à la Russie sur ce théâtre des opérations-là. Bon, fait que, et là, les Américains ont dit, nous, on va répliquer, on va faire passer le bras de fer du terrain militaire au terrain économique, et là, en préparant des sanctions massives ils ont dit que c'était des sanctions from hell, des sanctions d'enfer. Et là, les Européens se sont animés. Pourquoi? Parce qu'on est dans les intérêts. Et puis, les Européens, la France et l'Allemagne en particulier, auraient été victimes de ces sanctions-là. Donc, c'est là qu'ils s'animent puis qu'ils se mettent à rentrer dans le balai. Oui. Hein? La grande ronde diplomatique, là, ils s'animent. Et puis, il y a eu une rencontre avec Macron et Poutine. Puis Macron, là, aujourd'hui, on est le 20 février 2022, il y a eu une rencontre téléphonique, un échange téléphonique entre Macron et Poutine. Savoir, là, la situation s'aggrave. Là, il a commencé des duels d'artillerie sur la zone de contact au Donbass. L'armée ukrainienne a attaqué les forces du Donbass, et là, il y a des répliques, etc. Et là, ça s'aggrave. Et donc, dans ce contexte-là, Macron s'anime pour arriver à faire qu'on puisse pacifier la situation. C'est grosso modo, la responsabilité qu'on avait donnée à l'Allemagne et à la France de régler le pacte de Minsk, ça n'avait pas été fait. Et là, on a vu Macron apparaître là, ce matin. Ça fait une couple de jours qu'il joue à la balle de ping-pong entre les Américains et les Russes. Et ce matin, là, Macron réalise que si on ne fait rien, il y a eu au-dessus de 1500 tirs où on a violé la trêve de cessez-le-feu en ce moment au Donbass. Et là, Macron essaye de penser à un cessez-le-feu. Il se réveille là, tout à coup. Oui, c'est ça. Parce que les Européens, leur relation avec les États-Unis, ils savent qu'ils vont payer le prix d'une guerre économique. Alors, ce qu'ils ont dit aux Américains, c'est que nous, on ne va pas participer s'il n'y a pas une raison majeure de le faire. Et la raison majeure de le faire, c'est que les Russes rentrent sur le territoire ukrainien. Là, les Européens vont être obligés de suivre le diktat américain, puis ils vont être entraînés dans une dynamique politique qui va être très coûteuse pour eux. Alors donc, présentement, depuis quelques jours, tu l'as dit au début,
il y a de la haute intensité sur le théâtre des opérations au Donbass parce que les Américains ont besoin que les Russes mettent le gros orteil sur le terrain ukrainien pour entraîner les Européens dans les sanctions contre la Russie et là, faire passer ça d'un conflit militaire à un conflit économique, une guerre économique quasi totale contre la Russie. Et donc, comme les Américains annonçaient que les Russes arrivent, les Russes arrivent, les Russes arrivent, puis les Russes n'arrivent pas, on comprend? Oui. Là, ils ont décidé de pousser les sections spéciales de l'armée ukrainienne sur la ligne de contact à ouvrir le conflit. Et là, il y a un plan secret qui a été pris dans... Il y a eu une cyberattaque de qui, on ne sait pas, mais au ministère de la Défense ukrainienne. Et puis, il y en a eu 2. La deuxième, c'est dernièrement, ils s'en sont plaints. Et on imagine qu'ils ont pris des informations sensibles. Et là, apparaît le plan secret d'une attaque massive de l'armée ukrainienne contre le Donbass. Ça apparaît dans les derniers jours. Ça, c'est de l'information privilégiée qu'on entend seulement qu'à Radio Infocité. C'est toi, Jean-Claude, qui nous l'offre. Puis tu vas nous expliquer ça, là, le plan que tu as découvert qui aurait été pris pendant une attaque, une cyberattaque. Moi, je vais le dire, c'est sûrement la Russie là, qui a fait ça en Ukraine. Et tu vas nous dévoiler ça. Là, OK, donc ce plan-là, c'est pour que le duel d'artillerie présentement ne suffit pas à faire entrer des Russes sur le territoire ukrainien. Et puis, les Américains ont absolument besoin que les Russes mettent le gros orteil sur le terrain ukrainien pour pouvoir déclencher, entraîner les Européens dans cette guerre économique-là. Et donc, comme le duel d'artillerie n'a pas suffi pour le moment, il y a ce plan-là qui est une attaque massive. Et c'est des bataillons, sections, des forces spéciales ukrainiennes, les plus anti-russes que tu peux trouver, plus avec d'autres éléments étrangers qui viennent se joindre à ça. Et là, sur la ligne de contact, c'est une ligne de 200 km, ils vont essayer, c'est ça le plan, faire une percée, détruire les infrastructures et s'ils font des prisonniers, ils risquent de ne pas survivre, ces prisonniers-là. Tu comprends? Oui, pour provoquer une réaction de la Russie. Hein? Il faut absolument provoquer une réaction de la Russie pour que la prévision que les Américains nous disent depuis je ne sais plus combien de temps que les Russes arrivent, puis ils n'arrivent pas. OK? Alors donc, on va être dans cette situation-là. Donc, tu comprends pourquoi que Macron s'anime. Ah oui. OK? Parce que là, il ne reste pas grand temps pour que les Russes arrivent pour sauver les forces du Donbass qui ne pourraient pas contenir cette offensive-là. Parce que ça fait plusieurs années, depuis le dernier conflit, que l'OTAN, finalement, c'est l'OTAN qui est là, sur les lieux, dans une guerre conventionnelle, parce que c'est eux autres qui ont emmené les armes, qui ont formé les combattants de l'armée ukrainienne, etc. Tu comprends? C'est comme... Oui. OK? Et là, c'est très critique, parce que si les forces du Donbass ne réussissent pas à contenir cette offensive-là, à ce moment-là, les Russes sont obligés d'intervenir. Et ils vont intervenir, puis ils ne vont pas intervenir à partir du Donbass. La première étape qui vont intervenir, ça va être par l'artillerie, puis les missiles pour éliminer toutes les pièces lourdes de l'armée ukrainienne sur la zone de contact. Et puis, après ça, ils vont faire une manœuvre qui est historique pour la Russie, c'est-à-dire le chaudron. Ils viennent par en arrière, ils rencerclent l'armée ukrainienne, et puis là, ils coupent les lignes d'approvisionnement, puis c'est fini. C'est arrivé dans la fameuse bataille de Stalingrad, quand l'armée russe a encerclé dans le chaudron l'armée de von Paulus, 300 000 personnes, et puis
Après ça, ils ont été obligés de s'en aller à pied jusqu'en Allemagne. Sur les 300 000, il y en a 150 qui sont arrivés vivants. Donc, ils vont pas faire de cadeaux. Aujourd'hui, la Russie a reçu des obus sur son territoire et puis ils ont immédiatement mis un acte d'accusation criminel pour tentative de meurtre contre ceux qui ont commis ça. Ça veut dire que si les Russes interviennent dans le Donbass, ils ramassent du monde, ils vont être amenés et puis en Russie pour être jugés. Et non seulement pour tentative de meurtre, mais ils vont être jugés pour crimes de guerre. Pourquoi? Parce que dans le plan secret, il y a deux éléments. C'est la destruction des infrastructures civiles, qui est un crime de guerre, et l'assassinat possiblement des prisonniers politiques. Pas politiques, je veux dire les prisonniers qui auraient été les forces de défense du Donbass. C'est ça. C'est ça. Non, c'est très, très sérieux. Tu sais. Et donc, c'est pour ça que Macron s'anime parce qu'on est dans les dernières heures. Alors donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, Poutine a donné la chance à Macron de faire que l'Europe parle d'une voix à partir de ces manœuvres-là. Pourquoi? Parce que c'est deux pays européens qui étaient dans les garanties de l'entente, l'accord de Minsk pour arrêter le conflit en 2014 et que donc, il faut qu'ils s'animent pour faire que tous les termes de cette entente-là soient mis en place, pour pacifier la situation. C'est comme ça. Alors donc, et là, immédiatement, je te dis pourquoi c'est sérieux, parce qu'habituellement, quand il parle à Macron, il écoute juste une oreille. Mais là, il donne la chance aux Européens de se distancer des Anglo-Saxons, qu'eux autres, ils veulent le conflit, puis ils veulent la guerre économique. Et puis donc, il leur donne la chance. Et là, le suivi se fait dans les heures qui suivent. Dans les heures qui suivent. Ça s'est passé aujourd'hui, dimanche, le 20 février. Oui. Et là, le suivi va se faire au niveau des ministres des Affaires extérieures français et russes. Et puis, après ça, le président ukrainien Zelensky, si il convainc Zelensky, et ça va être difficile parce qu'il est encadré par les Américains puis des groupes ukro-nazis. Comprends? C'est sa vie qui est en jeu, lui. Ben oui, c'est ça. Mais s'il convainc ça, il va y avoir une réunion à l'Organisation de sécurité et de coopération européenne. Là, c'est encore les Européens. Comment? Et si eux autres arrivent... On essaie de se distancer des Anglo-Saxons, là. C'est ça. On essaie de sortir du piège anglo-saxon concernant l'Ukraine. Comment? Parce qu'il y a une facture salée qui s'en vient si on reste dans cette ligne-là. De la part des Européens. Pour les Européens, c'est... Ah non, ça va être lourd, OK? Parce que, regarde, on a juste à invoquer le gaz. Il y a un paquet d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte qui fait que chacun des deux va souffrir pendant que les Américains vont manger du popcorn. Tu comprends? Oui. Jusqu'à où tu peux aller? Sa télé, oui. Oui, exactement ça. Exactement ça. Donc, mais là, ça ne finit pas là parce que, en réalité, l'Ukraine, c'est la deuxième ligne rouge de Poutine de la mi-décembre. La première ligne rouge, on l'oublie, là, dans ce conflit-là. Oui, on n'en parle jamais dans les médias occidentaux. Mais Poutine l'a rappelé à Macron aujourd'hui. Oui. Il dit, c'est les missiles. C'est les missiles qui sont proches de nos frontières, qui sont pointés sur notre territoire, possiblement qui peuvent avoir des têtes nucléaires. Oui, puis la leçon historique de la crise des missiles en 62, là, on est complètement à l'opposé. Là, c'est les Américains qui installent des missiles dans l'Est, en Europe de l'Est, dirigés vers la Russie. Et ça, c'est le point central qui insécurise énormément Vladimir Poutine en ce moment. Ben oui, il en a fait une question d'intérêt vital. Les Russes, quand ils sont menacés sur leur territoire, tu comprends? Historiquement, là, ils sont prêts à aller loin. Là. Okay? Et donc, le Poutine a jugé que les sanctions économiques, un conflit ouvert militaire avec l'OTAN, il est rendu là. Il y a un paquet d'éléments qui se sont mis en place
avec l'alliance avec la Chine, avec l'Iran, etc. Il y a un paquet, les conditions sont réunies pour que lui pense que, un, il ne peut pas faire autrement que de les confronter parce que c'est une menace vitale, et que deux, il est dans un rapport de force favorable pour le faire. Oui. Et c'est Oui. pour ça qu'on a vu l'exercice militaire avec la Biélorussie, Loukachenko, Oui. là où ce que tu voyais des missiles hypersoniques partir de sous-marins, de bateaux, de bases au sol, comprends? Puis aller frapper des cibles à des milliers de kilomètres. On a donné un show militaire ces Oui, c'est dernières ça. années Pourquoi? côté des Russes. Oui. C'est ça. Pourquoi? C'est parce que quand il va arriver la question ukrainienne, soit que ça se développe sur un conflit, ou soit que ça s'apaise. Mais la deuxième question, ça va être l'ultimatum de Poutine aux Anglo-Saxons, à l'OTAN, vous enlevez vos missiles intermédiaires de ma frontière et vous revenez sur l'OTAN de 1997. Ça fait que tous les nouveaux pays qui s'approchaient de la zone de la frontière russe doivent être enlevés. Ça va être un ultimatum qui va venir bientôt, puis que le monde pense que il fait chaud avec la question ukrainienne, il va faire encore plus chaud. Sais-tu pourquoi? Parce qu'en Ukraine, quand que les Américains, l'OTAN dit si vous rentrez, on ne va rien faire. Dans le cas où ils vont dire, les Russes, à la Pologne, à la Bulgarie, à la Roumanie, vous enlevez vos missiles, ou on les enlève, parce que depuis le début, il l'a dit, la solution serait militaro-technique. Là, la déclaration de Biden, c'est qu'on va défendre nos alliés de l'OTAN. Là, tu es dans un conflit direct avec la Russie et l'OTAN. C'est grave, voilà. là. Ah okay? oui, oui, là, c'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va. OK? Et là, cette semaine, dans la semaine qui vient, on est le 20 février. Bon, mais dans la semaine qui vient, il y a Blinken, secrétaire d'État aux États-Unis, qui va rencontrer Lavrov exactement sur ce sujet-là, où là, il y a une ouverture américaine, mais qui est juste un petit peu de lumière qui perce. Là, OK? Alors, donc, là, on va arriver à la conclusion de la position américaine définitive. Et la réponse de la Russie va venir à ce moment-là de Poutine et non pas du ministre des Affaires extérieures. Et là, ça va être très grave. On peut l'annoncer. On est le 20 février. Vous allez voir, en s'en allant vers la première semaine de mars, là, ça va lever. Donc, et là, la question, c'est l'Europe. Parce que là, le problème ukrainien a fait apparaître toute la problématique de l'appartenance à l'OTAN, des intérêts de la France. Et puis là, on est dans la campagne électorale. Oui, puis chaque pays réalise qu'ils ont des intérêts qui ne sont pas nécessairement alignés aux États-Unis. Et en France, on a une campagne électorale où le sujet de l'Ukraine s'est invité. Et là, tu vas nous analyser qu'est-ce que ça a comme effet en politique intérieure, entre autres en France, où on risque de voir à peu près le même phénomène se passer dans les autres pays. Vas-y, explique-nous un peu, là, qu'est-ce que ça vient faire là, dans l'élection française? C'est très intéressant de comprendre ça aussi. Ben oui, parce que la France est prise dans une double matrice qui lui fait perdre sa souveraineté. C'est l'Union européenne, qui est le fédéralisme européen, et l'OTAN. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils se font entraîner dans des situations qui sont contraires à leurs intérêts et de plus en plus des intérêts importants. Alors là, ils sont interpellés par la question ukrainienne. Et là, tous les candidats dans cette présidence-là, il y a des prises de position. Et puis, la plupart des candidats, ils disent, gars, on se réveille, là, puis on doit assumer une politique plus souverainiste, plus indépendante de
la vassalisation à la politique américaine, parce que là, on voit que ça peut coûter cher. Donc, oui, puis là, la grille d'analyse n'est plus de gauche-droite, ce que tu m'expliques. C'est un oui, autre. Parce que là, le globalisme anglo-saxon, parce qu'on a fait une capsule là-dessus, mais regarde, le globalisme anglo-saxon, il a fini par faire sauter le cadre national pour les références gauche-droite. Puis là, de plus en plus, ce qui se passe, c'est les deux lignes de force qui traversent le champ politique en France. C'est le globalisme des anglo-saxons. Macron, c'est l'acteur principal de ça. Hein? Oui. Et puis, le souverainisme, puis l'acteur principal de ça, c'est Zemmour. Ben, ça aurait pu être Mélenchon aussi, mais Mélenchon est pour la créalisation. Oui, ben, c'est parce que Mélenchon, en même temps qu'il dit il faut prendre une distance de l'OTAN et des Américains, parce que c'est un vieux gauchiste et donc l'impérialisme américain, tout ça, ça reste un réflexe pour lui. Sauf que il est pour la créolisation de la France, qui est la noyade migratoire fait partie d'un élément fondamental de la stratégie du globalisme pour en finir avec les nations. Tu sais, après avoir démantelé leur souveraineté, là, tu dissous la nation, puis tout va bien après ça pour les globalistes. Okay? Donc, c'est ça. Alors, donc, Zemmour, il y a 2-3 jours, il a fait une conférence de presse sur son plan de défense nationale. Très important. Écoutez, on va mettre la vidéo en référence après. Ouais. Hein? Oui. Ce qu'il dit, et là, lui, c'est un gaulien, là. Parce que moi, j'écoutais Zemmour, bon, très grande culture, histoire, etc., les zones de non-droit en France, tout ça. Mais sur la politique internationale, c'était quoi? Sa doctrine. Oui. C'est important parce que là, tu te dis, lui, il incarne le gaullisme renouvelé. Alors donc, effectivement, c'est une politique gaulienne qu'il a. Il dit, le monde que les Américains ont imposé, le globalisme, le monde unipolaire, là, okay, la règle, l'ordre mondial anglo-saxon imposé à tout le monde. C'est fini. C'est à ça qu'on assiste, le basculement. C'est à ça qu'on assiste. Il dit, dans ce contexte-là, la France doit parler de sa propre voix, le souverainisme. Puis pour assumer le souverainisme, comme il était sur une conférence sur la défense nationale, là, il a donné comment sa politique, tous les éléments de sa politique pour faire le redressement de l'armée française. Parce qu'aujourd'hui, l'armée française a des fusils d'assaut allemands, des munitions américaines. Ah oui. Tu comprends? Alors que, regarde, ça ne peut pas, là, tu sais. Fait qu'il dit, et là, il va créer un ministère, ça c'est important, de l'industrie et de la défense. De l'industrie et de la défense. Fait que tous ceux qui sont des actifs stratégiques pour la défense française sont reliés au ministère de la Défense. Autrement dit, il n'y a pas personne qui va venir acheter une entreprise qui est un actif stratégique dans le puzzle. Voilà. Oui. Alors, ça, c'est très structurant comme doctrine d'État. Voilà, c'est ça. Pour retrouver notre souveraineté. C'est exactement ça. Donc, c'est le globalisme contre le souverainisme, puis celui qui l'assume le mieux, le plus clairement, le plus articulé en France, c'est Zemmour. Et le match qui va se jouer dans cette campagne électorale-là, et ça commence, ça va être pas la gauche, la droite, mais ça va être le globalisme contre le souverainisme. Et le globalisme, c'est Macron, avec tous les médias de masse qui sont liés au globalisme, puis qui vendent le globalisme, puis lui. Et puis, ça a commencé parce que j'écoutais Mathieu Bock-Côté aujourd'hui qui faisait un relevé du New York Times qui s'attaquait à qui, tu penses? À Zemmour. Zemmour, oui, aussi, OK. Oui, c'est le New York Times de Zemmour. Tu comprends-tu? Non, mais ça va monter. S'il passe au deuxième tour, ça va monter en intensité. Tu vas voir toutes les masques du globaliste tomber parce que lui, il est là
au deuxième tour, puis qui pourrait être président de la France, puis que les Américains verraient réapparaître un Gaullien. Et C'est puis, ça. oui, parce qu'il y a eu un conflit entre les Anglo-Saxons et De Gaulle de haute intensité géopolitique, puis il s'est rappelé dans un livre qui s'appelle L'ami américain. Et Ouais. puis, tu vois, c'était très grave. Entre autres, son passage au Québec, là, ça avait une dimension géopolitique planétaire. Nous autres, on ne le savait pas là, parce qu'on est des provinciaux, là, mais c'était Ouais. ça qui se passait. Là. Ben Il ne oui. voulait pas voir apparaître un État français en Amérique qui fend un pays anglo-saxon en deux et à la frontière des États-Unis. Là. Il ne voulait pas ça. Là. Tu comprends? Ça, c'est sûr. Là, fait que grosso modo, ce qui arrive, c'est que ce qui se confronte, c'est comme Zemmour l'a très bien résumé, puis on peut terminer là-dessus peut-être, c'est Ouais. que la marche de la domination du monde anglo-saxonne, le globalisme, il est arrivé à son terme, puis Poutine a mis son pied à terre, et puis là, il y a une confrontation, on est au basculement du monde, parce que c'est un ou l'autre. Voilà. Parce que Poutine, il va aller jusqu'au conflit. Dans une guerre conventionnelle, l'OTAN en Europe n'existe plus. Ils ne sont juste pas à niveau au C'est point de ça. vue militaire. Tu Et comprends? c'est ce qu'on est en train de réaliser, là. C'est ça. Et la guerre économique va avoir la même conséquence, c'est que les circuits économiques qui vont se créer à partir de la puissance de la Chine alliée à la Russie, avec tous ceux qui sont en lien dans les réseaux commerciaux de la Chine, ben c'est ça. Tu comprends? C'est Ah que oui. là, eux autres vont sortir de la structure du dollar, puis de toute la matrice dollar des banques centrales à travers le monde, etc., et de la plateforme de transactions interbancaires, et tout ça, ils vont créer ça à part, à partir du moment où l'instrument de puissance numéro un des États-Unis, le dollar, perd son statut de monnaie de réserve, ben là, on est au point de bascule. On passe d'un monde unipolaire à multipolaire. Et puis, c'est un événement majeur. Puis, si tu regardes la couverture des médias, les analystes, etc., on peut dire qu'ils sont en train de manquer la game, là, tu sais. Ah ben on le voit aussi du côté médiatique, on peut deviner là, de quel bord ils sont, les journalistes. Là. De ces dernières heures, là, il y a une montée aussi là, en émotion de la part des journalistes. Parce que ceux qui sont pro-américains en ce moment voient qu'est-ce qui se dessine. Puis on est encore dans le narratif là, que Poutine est le diable sur la terre qui est là pour créer la guerre. Et on ne comprend pas du tout là, le jeu en coulisses qui se passe actuellement avec Poutine. Parce que ce que tu m'expliques dans cette vidéo-là, c'est que Poutine a développé des leviers depuis la chute du mur de Berlin. Il est arrivé là, il a remis sur pied la Russie. Là, aujourd'hui, il est en position pour qu'on le respecte. Il est assez organisé aujourd'hui, autant au niveau géopolitique que militaire, pour qu'on l'écoute. Oui, c'est ça. Concernant les sanctions économiques, tu comprends qu'ils sont déjà là, les Russes. Ouais. Et puis, les porte-paroles russes, ils ont dit, gars, on n'a rien à foutre. Et puis que Poutine, il a dit dans sa déclaration, les Américains, ils vont déclencher la guerre économique, peu importe le prétexte. Et donc, c'est clair qu'ils sont prêts. Puis là, on comprend que les Français, Macron, s'animent pour empêcher ça parce que quand même, il y a un prêt payé. Et puis, si c'était déclenché dans la campagne électorale, puis que là, les prix de l'énergie continuent à monter, l'inflation est déjà structurelle, et puis qu'il y a un mouvement social de contestation qui vient nécessairement avec ça, son élection est en jeu quand même, là. Ça fait que... Les tensions qui sont en ce moment là, mises par Poutine en Europe et dans le monde vont faire réaliser à certains pays européens, dont la France, qu'ils ont avantage à revenir dans leurs intérêts nationaux et non celles des puissances extérieures anglo-saxonnes. C'est la question que pose Poutine, parce qu'il leur dit,
ceux qui subissent les sanctions, que ce soit des amis des Américains qui les subissent ou des supposés ennemis, okay, tôt ou tard, l'abcès va se crever, ils vont vouloir sortir de là. Et là, c'est là que l'Eurasie va arriver avec sa plateforme, tu comprends? Oui. Alors donc, c'est pour ça que c'est le basculement du monde qui est en développement, là, tu sais. Et puis, on peut dire, tu sais, pour terminer, Oui. que ce à quoi on assiste, c'est le globalisme contre le souverainisme. Et celui qui incarne le plus la doctrine souverainiste puis qui a les moyens de sa politique militaire, c'est Poutine. Absolument. Est-ce que Poutine, la Russie, va libérer la France une deuxième fois, après les nazis, de la domination et l'occupation américaine? C'est ça la question. Tu comprends? Eh oui, c'est très intéressant. Merci, Jean-Claude. On va suivre ça attentivement dans les prochaines heures, dans les prochains jours. C'est même plus une question de semaine. Et on va être, Radio Infocité va suivre ça attentivement pour vous. Alors, merci, Jean-Claude.